Manuscrit trouvé dans une maison abandonnée. Par Robert Bloch. Tout d'abord, je tiens à écrire que je n'ai jamais rien fait de mal. À personne. Ils n'ont pas de raison de m'enfermer ici, qui qu'il soit. Ils n'ont pas non plus de raison de faire ce que je pense qu'ils vont me faire. Je crois qu'ils seront là bientôt, car ils sont dehors depuis longtemps maintenant, en train de creuser, je suppose, dans ce vieux puits. J'ai entendu qu'ils cherchent une grille. Pas une grille ordinaire, bien sûr, mais quelque chose d'autre. J'ai une idée de ce qu'ils veulent, et j'ai peur. J'aurais bien regardé par les fenêtres, seulement elles sont cloisonnées et je ne peux pas voir. Mais j'ai allumé la lumière, et j'ai trouvé ce petit carnet, et je vais tout raconter. Alors, avec un peu de chance, je pourrai peut-être l'envoyer à quelqu'un qui pourra m'aider. Ou peut-être que quelqu'un le trouvera. En tout cas, il vaut mieux écrire toute l'histoire, du mieux que je peux, au lieu de rester simplement assis à attendre qu'ils viennent me prendre. Le mieux est de commencer par dire mon nom, Willie Osborne. J'ai 12 ans depuis juillet. Je ne sais pas où je suis né. La première chose dont je me souviens est que je vivais à Rootsford Road, dans ce que les gens appellent l'arrière-pays montagneux. C'est très solitaire par là, avec des bois profonds tout autour, et des tas de montagnes et de collines que personne n'escalade jamais. Grand-mère m'en parlait souvent quand j'étais petit. C'est avec elle que je vivais, avec grand-mère, toute seule, parce que mes parents étaient morts. C'est grand-mère qui m'a appris à lire et à écrire. Je n'ai jamais été à l'école. Grand-mère connaissait toutes sortes de choses sur les collines et les forêts, et elle me racontait des histoires fort étranges. C'est en tout cas ce que je croyais que c'était, quand j'étais petit et que je vivais seul avec elle. Rien que des histoires, comme dans les livres. Comme les histoires sur ceux-là, qui se cachent dans les marécages, et qui étaient ici bien avant les colons et les Indiens, et comment il y avait des cercles dans les marais, et des grandes pierres appelées des autels, où ceux-là faisaient des sacrifices à ceux qu'ils adoraient. Grand-mère disait qu'elle tenait ces histoires de sa grand-mère à elle, comme ceux-là se cachaient dans les bois et dans les marais parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la lumière du soleil, et comment les Indiens les évitaient. Elle disait que, parfois, les Indiens laissaient quelques-uns de leurs jeunes ligoter à des arbres dans la forêt comme sacrifice. Comme ça, ils étaient contents et pacifiques. Les Indiens savaient tout sur eux, et ils essayaient d'empêcher les Blancs d'en savoir trop ou de s'établir trop près des collines. Eux, ils ne causaient pas beaucoup d'ennuis, mais ils le pourraient s'ils se sentaient envahis. Alors les Indiens trouvaient des excuses pour éloigner les Blancs. Ils disaient que la chasse n'était pas bonne et qu'il n'y avait pas de piste, et puis que c'était trop loin de la côte. Grand-mère m'a raconté que c'était pour cela que peu d'endroits étaient habités même aujourd'hui. Elle m'a raconté qu'ils étaient toujours en vie et que, parfois, pendant certaines nuits, au printemps et en automne, on pouvait voir des lumières et entendre des bruits très loin, au sommet de la colline. Grand-mère disait que j'avais une tante, Lucie, et un oncle Fred, qui vivaient là-bas, en plein au milieu des collines. Elle disait que papa leur rendait souvent visite avant son mariage et qu'une fois, il les avait entendus battre sur un tambour de bois toute la nuit, la veille de la Toussaint. C'est avant de rencontrer maman, et ils se sont mariés et elle est morte quand je suis né, et il est parti. J'ai entendu toutes sortes d'histoires, sur des sorcières, des diables et des hommes chauves-souris qui suçaient le sang des hommes, et sur des lieux hantés. Sur Salem et Arkham, parce que j'ai jamais été dans une ville et je voulais qu'on me raconte comment c'était. Sur un endroit appelé Innsmouth, avec des vieilles maisons moisies où les gens enfermaient d'horribles choses dans les caves et les greniers. Elle m'a raconté comment des tombeaux étaient creusés très profondément sous Arkham. Cela faisait du bruit, comme si toute la région était hantée. Elle me faisait peur quand elle me racontait à quoi ressemblaient ces choses, mais j'avais beau supplier, elle ne m'aurait jamais raconté comment cela était. Elle disait qu'elle ne voulait pas que j'aie des ennuis avec de telles choses, que c'était déjà assez qu'elle et sa famille en sachent autant, presque trop pour des honnêtes gens craignant Dieu. Heureusement pour moi, je n'avais pas à m'occuper de telles idées. Comme mon propre ancêtre, du côté de mon père, Mehitabel Osborne, qui avait été pendu à cause d'une sorcière, à Salem. Pour moi, ce n'était donc que des histoires jusqu'à l'an passé, quand grand-mère est morte, et que le juge Krubinthorpe m'a mis dans le train pour aller vivre chez tante Lucie et oncle Fred, dans ces fameuses collines dont grand-mère me parlait si souvent. Vous pensez si j'étais excité.
Le conducteur me laissa faire toute la route avec lui et me parla des villages qu'on traversait. Oncle Fred m'attendait à la gare. C'était un homme grand et mince avec une longue barbe. Un buggy nous emmena loin dans la petite gare. Pas de maison dans le coin, rien du tout. Droit dans les bois. Bizarres ces bois. Ils étaient très calmes. J'avais la chair de poule tant qu'ils étaient sombres et déserts. Comme si personne n'y avait jamais crié, ou ri, ou même souri. Je ne pouvais pas imaginer quelqu'un y parlant tout haut. Les arbres semblaient très vieux. Il n'y avait pas d'animaux ou d'oiseaux. Le chemin était couvert d'herbe, comme si presque plus personne ne l'employait. Oncle Fred roulait vite. Il ne parlait presque pas, et faisait juste galoper son cheval. Assez rapidement, nous avons atteint des collines qui étaient horriblement hautes. Il y avait des bois dessus. Et parfois une rivière descendait, mais je ne voyais pas de maison, et il faisait sombre comme au début de la nuit, partout où on regardait. Finalement, nous sommes arrivés à la ferme. Une vieille maison de bois et une grange dans une clairière avec des arbres tout autour, obscurs. Tante Lucie vint dehors pour nous dire bonjour. C'est une petite femme entre deux âges, assez jolie, qui m'a embrassé et qui a porté mes affaires à l'intérieur. Mais tout ceci n'a rien à voir avec ce que je veux écrire ici. Peu importe si j'ai vécu avec eux toute cette année dans la maison, mangeant ce qu'oncle Fred faisait pousser, sans jamais aller à la ville. Pas d'autre ferme dans les environs à moins de 6 kilomètres, et pas d'école. Alors le soir, tante Lucie m'aidait à lire. Je n'ai jamais beaucoup joué. Au début, j'avais peur d'aller dans les bois, après ce que grand-mère m'avait raconté. De plus, je savais que tante Lucie et oncle Fred craignaient quelque chose, à voir comment ils verrouillaient les portes le soir, et n'allaient jamais dans la forêt après la tombée de la nuit, même en été. Mais après quelques semaines, je me suis fait à l'idée de vivre dans les bois et il n'avait plus l'air si effrayant. J'aidais oncle Fred dans son travail, bien sûr, mais parfois, l'après-midi, quand il était occupé, je partais tout seul, surtout à la fin de l'après-midi. Et c'est ainsi que j'ai entendu une de ces choses. C'était début octobre. J'étais dans le vallon juste à côté du grand bloc de pierre. Alors le bruit a commencé. Je me suis vite caché derrière le rocher. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'animaux dans ces bois, ni de gens, sauf peut-être le facteur Cap Pritchett, mais il ne vient que le jeudi après-midi. Alors, quand j'ai entendu un bruit qui n'était ni oncle Fred ni tante Lucie qui m'appelait, j'ai su qu'il valait mieux se cacher. Ça, ce bruit. C'était tout d'abord très éloigné, comme des gouttes, comme du sang tombant dans le fond du seau quand oncle Fred suspend un cochon égorgé. Je regardais autour de moi, mais je ne voyais rien, et je ne parvenais pas à trouver non plus de quel côté ça venait. Le bruit sembla s'arrêter pendant une minute, et il n'y eut plus que la pénombre et les arbres dans un silence de mort. Puis, le bruit recommença, plus près et plus fort. C'était comme si des gens se mettaient, tous ensemble, à courir ou à marcher, en se rapprochant. Un bruit de brindilles qui craquaient sous les pieds et de branches brisées. Je me suis fait tout petit derrière le rocher et je n'ai plus bougé. Je peux dire que ce qui fait du bruit est vraiment tout près maintenant, juste dans le vallon. Je veux lever la tête pour voir, mais je ne le fais pas, parce que le bruit est si fort et si affreux. Et il y avait aussi une odeur infecte, comme quelque chose qui serait mort et enterré, et qu'on le remettait au soleil. Tout d'un coup, le bruit s'arrête de nouveau, et je peux dire que cette chose est tout près. Pendant une minute, les bois sont tout à fait silencieux. Puis j'entends un autre bruit. C'est une voix, et ce n'est pas une voix. Oui, c'est ça, ça n'a pas le son d'une voix. C'est plutôt un bourdonnement ou un coassement, profond et monotone. Mais ça doit pourtant être une voix, parce que ça dit des mots. Pas des mots que je pouvais comprendre, mais des mots qui me faisaient garder la tête rentrée par peur d'être vu et par peur de voir quelque chose. Je restais là, tremblant et en sueur. L'odeur me rendait malade, mais cette horrible voix monotone était pire encore. Elle disait et répétait quelque chose comme « Eo shub niger at nga hilaneb shokot ». Je ne sais pas comment ça s'écrit exactement, mais je l'ai assez souvent entendu pour me le rappeler. J'écoutais toujours quand l'odeur est devenue si forte que je me suis évanoui, parce que quand je me suis réveillé, la voix était partie, et la nuit tombait. J'ai couru tout le long du chemin pour rentrer à la maison ce soir-là, mais avant, j'ai regardé où la chose se tenait quand elle parlait. Et c'était en effet une chose.
Aucun être humain ne peut laisser des empreintes dans la boue qui ressemblent à des sabots de chèvre, rendus verts par de la vase qui pue. Pas 4 ou 8 traces, mais plusieurs centaines. Je n'ai rien dit à tante Lucie et oncle Fred, mais quand je me suis couché cette nuit-là, j'ai eu des cauchemars. Je pensais être de nouveau dans le vallon, et cette fois, je pouvais voir la chose. Elle était très grande et noire comme de l'encre, sans forme bien particulière, sauf un tas de lianes noires terminées par des espèces de sabots. Je veux dire, cela avait une forme. Mais elle changeait sans arrêt. Elle se bombait et se tordait en différentes tailles. Elle était couverte de bouches, comme des feuilles sur une branche. C'est ce que je trouve de plus juste comme comparaison. Ces bouches faisaient penser à des feuilles et toute cette chose à un arbre dans le vent. Un arbre noir avec beaucoup de branches traînant sur le sol et un faisceau de racines se terminant en sabots. Et cette bave verdâtre qui s'écoulait des bouches pour dégouliner le long des jambes ressemblait à de la sève. Le jour suivant, je me souviens avoir regardé un livre que tante Lucie gardait en bas. Il s'appelait « Mythologie ». Ce livre parlait de gens qui vivaient de l'autre côté de l'océan, en Angleterre et en France, jadis que l'on appelait des druides. Ils adoraient les arbres et croyaient qu'ils étaient vivants. Cette chose était peut-être ce que ces druides adoraient, ce que l'on appelle un esprit de la nature. Mais les druides vivaient sur un autre continent. Alors comment était-ce possible ? Cette question me tracassa beaucoup les jours qui suivirent, et je ne suis pas retourné jouer dans les bois. Finalement, voici comment je me suis représenté les choses. Peut-être qu'on a chassé ces druides des forêts de France et d'Angleterre et que quelques-uns d'entre eux ont été assez malins pour construire des bateaux et traverser l'océan comme l'a fait, paraît-il, le vieux Leif Erikson. Alors ils se sont peut-être établis ici au fond des bois et ont effrayé les Indiens avec leurs formules magiques. Ils savaient comment se cacher dans les marécages et ont pu ainsi poursuivre leur culte païen et évoquer les esprits venus de la terre ou de n'importe où. Les Indiens ont toujours cru que les dieux blancs sont venus de la mer il y a très longtemps. Et si c'était une autre façon d'expliquer l'arrivée des druides ? De vrais Indiens civilisés du Mexique ou du sud de l'Amérique, des Aztèques ou des Incas, je suppose, ont bien raconté qu'un dieu blanc est venu par la mer et leur a appris toutes sortes de trucs magiques. C'était peut-être un druide. Cela expliquerait aussi des histoires de grand-mère sur cela. Ce sont des druides qui, cachés dans les marais, seraient alors responsables de ces roulements de tambour, de ces bruits sourds et des feux sur les collines, et ils invoquent cela, les esprits des arbres, ou autre chose les appelant hors de la terre. Ils font alors leur sacrifice. Ces druides faisaient toujours des sacrifices sanglants comme les vieilles sorcières, et grand-mère n'a-t-elle pas parlé de ces gens qui vivaient trop près des collines et qui avaient disparu à tout jamais ? C'est exactement dans ce genre d'endroit que nous vivons. Et nous approchons de la veille de la Toussaint. C'était le grand moment, comme disait grand-mère. Et je me suis demandé, dans combien de temps maintenant ? J'avais tellement peur que je n'ai plus osé quitter la maison. Tante Lucie m'a fait prendre un remontant. Elle disait que j'avais l'air malade. Je suppose que je l'étais. Tout ce que je sais, c'est qu'un après-midi, lorsque j'entendis un bogueil approcher, j'ai vite couru me cacher sous le lit. Mais c'était seulement Cap Pritchett avec le courrier. Oncle Fred l'a pris et est revenu tout joyeux avec une lettre. Cousin Osborne venait passer quelques jours avec nous. C'était un parent de tante Lucie, et il avait un congé. Il voulait rester une semaine. Il allait arriver ici par le même train que moi, le seul train qui circule dans la contrée, le 25 octobre à midi. Les jours suivants, nous étions tellement occupés que j'oubliais toutes ces histoires de magie. Oncle Fred remettait en état la chambre de derrière pour cousin Osborne, et je l'aidais dans ses travaux de menuiserie. Les jours devenaient plus courts et les nuits étaient très froides avec beaucoup de vent. Il faisait plutôt frisquet le matin du 25 octobre et oncle Fred se couvrit chaudement pour traverser les bois. Il devait prendre cousin Osborne à midi à la gare et se trouvait à plus de 10 kilomètres de la maison. Il ne voulait pas m'emmener et je n'ai pas insisté. Ces bois étaient pleins de craquements et de frôlements suspects à cause du vent. Peut-être à cause d'autre chose aussi. Il partit donc, et tante Lucie et moi-même sommes restés à la maison. Elle préparait des confitures, aux prunes, pour passer l'hiver. Moi, je lavais les pots, dans le puits. J'aurais dû vous dire qu'ils ont 2 puits. Le nouveau avec une grande pompe, toute brillante, juste à côté de la maison, et puis le vieux en pierre, près de la grange. Il n'a plus de pompe depuis longtemps. Il n'a jamais servi à rien, disait oncle Fred. Il était déjà là quand ils ont acheté la ferme. L'eau y est toute vaseuse. C'est bizarre ce puits, parce que même sans la pompe, il semble parfois revivre.
Oncle Fred n'a jamais trouvé d'explication, mais le matin, parfois, l'eau déborde à nouveau sur les côtés. Une eau verdâtre et vaseuse qui sent très mauvais. Nous évitions donc ce puits et je restai près du nouveau, jusque vers midi, lorsque le temps se couvrit. Tante Lucie prépara le déjeuner. Il se mit à pleuvoir et le tonnerre roula sur toutes les collines de l'ouest. Oncle Fred et cousin Osborne allaient avoir des difficultés à atteindre la maison dans cette tempête, mais tante Lucie ne s'en faisait pas pour cela. Elle me demanda simplement de l'aider à ranger les pots de confiture. À 5 heures, à la nuit tombante, toujours pas d'oncle Fred. Nous avons alors commencé à nous inquiéter. Le train avait peut-être eu du retard, ou quelque chose était arrivé au cheval ou au cabriolet. 6 heures, et toujours pas d'oncle Fred. La pluie s'était arrêtée, mais l'orage grondait toujours sur les collines et dans les bois. Les gouttes d'eau tombaient des branches, avec un bruit qui ressemblait à des rires de femmes. Peut-être la route avait-elle été coupée. Le boguet avait pu s'embourber. Peut-être avait-il décidé de passer la nuit à la station. 7 heures, et il faisait un noir d'encre dehors. Plus de bruit de pluie. Tante Lucie était horriblement inquiète. Alors nous sommes sortis accrocher une lanterne à la barrière près de la route. Nous avons suivi le chemin menant à la clôture. Il faisait sombre et le vent était tombé. Tout était calme, comme dans le cœur des bois. J'avais quand même peur en descendant le chemin avec tante Lucie, comme si quelque chose était là, tapis dans le noir, et attendait tranquillement de m'attraper. Après avoir allumé la lanterne, nous sommes restés là à regarder la route toute noire. « Qu'est-ce que c'est » s'écria tante Lucie. J'entendis alors très loin une sorte de grondement. « Le cheval et le boguet, dis-je. » Tante Lucie se ranima. « Tu as raison. » En effet, c'était bien cela. Le cheval, le mors aux dents, galopait à toute vitesse, traînant derrière lui le boguet brinque-ballant. Pas besoin de réfléchir longtemps pour voir que quelque chose s'était passé, car le cabriolet ne s'arrêta pas à la grille, mais continua à toute vitesse vers la grange avec tante Lucie et moi courant dans la boue pour le rattraper. Le cheval était tout couvert d'écume et de bave et, une fois maîtrisé, ne parvenait pas à rester immobile. Tante Lucie et moi attendions qu'oncle Fred et cousin Osborne descendent du cabriolet. Et rien ne bougea. Nous regardâmes à l'intérieur. Vide. Le boguet était vide. Tante Lucie poussa un « oh » d'horreur et s'évanouit. J'ai dû la ramener à la maison et la mettre au lit. Et j'ai entendu presque toute la nuit à la fenêtre, mais oncle Fred et cousin Osborne ne se sont jamais manifestés. Jamais. Les quelques jours qui suivirent furent horribles. Il n'y avait pas le moindre indice dans le boguet pour expliquer ce qui était arrivé, et tante Lucie ne voulait pas que je rejoigne le village par la route, ni même par la gare. Le lendemain, on trouva le cheval mort dans l'écurie, et, bien sûr, nous aurions dû aller à pied jusqu'à la station, ou marcher tous ces kilomètres jusqu'à la ferme de Warren. Tante Lucie avait peur de partir, et peur de rester, et elle accepta que, quand Cap Pritchett viendrait, nous allions avec lui au village pour exposer la situation, et y restions jusqu'à ce qu'on ait découvert ce qui s'était passé. Moi, j'avais mon idée sur ce qui s'était passé. La veille de la Toussaint était proche, et peut-être qu'ils avaient pris oncle Fred et cousin Osborne pour leur sacrifice. Ils ou les druides. Le livre sur la mythologie disait qu'avec leurs incantations, les druides pouvaient même provoquer un ouragan s'ils le voulaient. Mais à quoi bon en parler à tante Lucie ? Elle était morte d'inquiétude, allant et venant sans cesse, et grommelait toujours. Ils sont partis. Fred m'avait pourtant bien prévenu. À quoi bon ? À quoi bon ? Je devais préparer les repas et m'occuper des bêtes moi-même. La nuit, je ne parvenais pas à dormir car j'attendais le roulement des tambours. Je n'en ai jamais entendu, mais c'était quand même mieux que de dormir et d'avoir ces cauchemars. Des cauchemars de cette chose noire, de cette espèce d'arbre qui marchait dans les bois, puis s'enracinait en un endroit précis pour pouvoir prier avec toutes ses bouches, prier cet ancien Dieu enfoui sous la terre. Je ne sais pas où j'ai piché l'idée qu'il priait comme ça, comme s'il collait ses bouches au sol. C'est peut-être parce que j'avais vu cette vase verdâtre. L'avais-je réellement vue ? Je n'étais jamais retourné voir. C'était peut-être né dans ma tête, l'histoire des druides et de ceux-là, et la voix qui disait Shoggoth et tout le reste. Mais où se trouvaient alors cousin Osborne et oncle Fred ? Et qu'est-ce qui avait fait si peur au cheval qu'il en était mort le lendemain ? 1000 pensées se bousculaient dans ma tête, se chassant l'une l'autre.
Mais tout ce que je savais, c'est que nous devions à tout prix avoir vidé les lieux pour la nuit de la veille de la Toussaint. Cette fête traditionnelle des druides tombait un jeudi et Cap Pritchett viendrait avant et nous emmènerait avec lui au village. La veille au soir, je fis faire ses paquets à tante Lucie, et quand tout fut prêt, je me mis au lit. Il faisait très calme et pour la première fois, je me sentis un peu mieux. Seuls les rêves revinrent. Je rêvais qu'un groupe d'hommes venait dans la nuit et se glissait par la fenêtre de la chambre-salon où dormait tante Lucie. Ils la ligotaient et l'emportaient dans un calme absolu, dans le noir, car ils avaient des yeux de chat et n'avaient pas besoin de lumière pour voir. Ce rêve m'a tellement effrayé que je me suis réveillé. C'était l'aube. Je suis tout de suite descendu chez tante Lucie. Elle était partie. La fenêtre était grande ouverte comme dans mon rêve et les couvertures étaient déchirées. Le sol était dur devant la fenêtre et je ne pus y relever aucune trace de pas, rien du tout. Mais elle était partie. Alors, je crois que j'ai crié. Je n'arrive pas à me rappeler ce que j'ai fait après. Pas envie de petit déjeuner. Je sortis appeler tante Lucie sans m'attendre à une réponse. J'allai à l'étable, la porte était ouverte et les vaches avaient disparu. Je vis bien une ou deux traces à la sortie de la cour vers la route, mais je me suis dit qu'il n'était pas prudent de les suivre. Un peu plus tard, j'ai été au puits. Là, j'ai crié de surprise et j'ai pleuré car l'eau était aussi vaseuse et verdâtre dans le nouveau puits que dans le vieux. Alors j'ai su que j'avais raison. Ils avaient dû venir pendant la nuit sans même essayer de dissimuler leur passage, comme s'ils étaient sûrs de leur fête. Ce soir, c'était la fête du 31 octobre. Il me fallait coûte que coûte sortir de ce trou, et s'ils me surveillaient et attendaient leur heure, mieux valait ne pas trop compter sur la venue de Cap Pritchett dans l'après-midi. Je devais risquer le coup et descendre par la route, et j'avais l'avantage à me mettre en route maintenant, dans la matinée, comme ça j'arriverais au village avant la tombée de la nuit. Alors j'ai farfouillé un peu partout et j'ai trouvé de l'argent dans le tiroir du bureau d'oncle Fred et la lettre de cousin Osborne avec l'adresse de Kingsport, d'où il nous avait écrit. C'est là que je devais aller, après avoir raconté aux gens du village ce qui s'était passé. Il devait y avoir de la famille dans ce patelin. Je me demandais s'ils me prendraient au sérieux au village quand je leur raconterais comment oncle Fred avait disparu, et tante Lucie, et qu'ils avaient volé le bétail pour leur sacrifice et que la vase du puits était devenue verdâtre après que quelque chose s'y fût arrêté pour boire. Je me demandais s'ils seraient au courant des roulements de tambours et des feux allumés sur les collines ce soir et s'ils allaient essayer de réunir un groupe pour revenir ici et essayer de les attraper et quel dieu grondant ils allaient faire sortir de la terre. Je me demandais s'ils savaient ce qu'était un shoggoth. Bref, qu'ils le sachent ou non, je ne pouvais pas rester et attendre de le découvrir moi-même. Alors j'ai fait mon baluchon et me suis préparé à partir. Il devait être environ midi, tout était parfaitement calme. J'allai vers la porte et franchis le seuil sans me soucier de la verrouiller derrière moi. À quoi bon, sans personne à des kilomètres de distance. C'est alors que j'ai entendu ce bruit de pas de la route. Des pas. Quelqu'un venait juste avant le tournant. Je retins ma respiration une minute pour voir, prêt à courir. Alors, il arriva. Il était grand, mince et ressemblait un peu à oncle Fred, sauf qu'il était plus jeune et n'avait pas de barbe. Et il portait un beau costume de ville et un chapeau mou. En me voyant, il sourit et vint vers moi, à l'air décidé, comme s'il me connaissait. « Hello, Willy », dit-il. Je n'ai rien répondu. J'étais tellement surpris. « Ne me reconnais-tu pas » dit-il. « Je suis ton cousin Osborne. »« Ton cousin Frank » poursuivit-il, en me tendant la main. « Tu ne te souviens sans doute pas de moi. La dernière fois que je t'ai vu, tu étais encore un bébé. »« Mais je croyais que tu devais venir la semaine passée, dis-je. Nous t'attendions le 25. »« Vous n'avez pas reçu mon télégramme ? Je devais encore régler quelques affaires. » Je secouai la tête. « Nous ne recevons jamais rien ici à part ce que nous délivre la poste chaque jeudi. Il est peut-être à la gare. » Cousin Osborne essaya de sourire. « Vous êtes vraiment à l'écart des chemins fréquentés. Personne à la gare ce midi. J'espérais que Fred serait venu me chercher avec le buggy. Comme cela, je n'ai pas dû à marcher. Mais pas de chance. »« Tu as fait toute la route à pied ?» demandai-je. « C'est exact. Et tu es venu en train ?» Cousin Osborne fit oui de la tête. « Alors, où est ta valise ?»« J'ai laissé à la consigne, expliqua-t-il. Trop loin pour la porter tout le chemin. Je me suis dit que Fred reviendrait la chercher en buggy avec moi. » «
C'est alors qu'il remarqua mon sac. « Mais, dis donc, fiston, où t'en vas-tu avec ce baluchon ?» Il ne me restait plus qu'à lui raconter ce qui était arrivé. Je lui ai donc dit de me suivre dans la maison et de s'asseoir pour que je lui explique. Nous sommes remontés à la ferme, il a fait du café, j'ai préparé quelques tartines, et nous avons mangé. Je lui ai raconté ensuite qu'oncle Fred s'était rendu à la gare et n'était jamais revenu, et que le cheval était mort, et puis ce qui était arrivé à tante Lucie. Je n'ai pas parlé de mon escapade dans les bois, bien sûr, et je n'ai même pas fait allusion à cela, mais je lui ai dit que j'avais peur et que je comptais descendre au village avant la tombée de la nuit. Cousin Osborne m'écouta, approuvant de la tête sans m'interrompre. « Tu comprends à présent pourquoi nous devons partir ?» dis-je. « Cette chose qui les a attaqués va s'en prendre à nous, et je n'ai pas envie de passer une autre nuit ici. » Cousin Osborne se leva. « Tu as peut-être raison, Willy, mais ne te fie pas trop à ton imagination, fiston. Essaye de séparer l'imaginaire du réel. Ton oncle et ta tante ont disparu, c'est un fait. Mais cette autre invention à propos de choses qui vous poursuivent dans les bois, ça, ce sont des histoires. Cela me fait penser à tous ces bavardages stupides que j'ai entendus chez moi, à Arkham, et Dieu sait pourquoi il semble que ce soit pire encore, à cette époque de l'année. Tiens, quand j'ai quitté... Pardon, cousin Osborne, dis-je, mais ne vis-tu pas à Kingsport ? Oui, certainement, me dit-il. Mais avant, j'ai vécu à Arkham, et je connais les gens du coin. Je ne m'étonne pas que tu aies été si effrayé dans les bois et que tu te sois mis à imaginer des fantômes. Dans ta situation, j'admire ton courage. Pour un gars de 12 ans, tu agis avec beaucoup de bon sens. Alors, mettons-nous en route, dis-je. Il est presque 2 heures. Nous avons intérêt à partir si nous voulons être au village avant la nuit. Encore un moment, fiston, dit cousin Osborne. Je ne sais pas s'il convient de nous éloigner sans fouiller les alentours pour voir si nous ne pouvons rien découvrir sur ce mystère. Tu comprends, nous ne pouvons pas nous rendre en ville d'un pas décidé pour raconter au shérif des histoires sans queue ni tête à propos d'étranges créatures des bois qui auraient enlevé ton oncle et ta tante. Aucune personne sensée ne nous croirait. On pourrait penser que j'ai menti et rire de moi. Tiens, il pourrait même croire que tu as quelque chose à voir avec le départ de ta tante et de ton oncle. S'il te plaît, fis-je, il nous faut partir tout de suite. Il secoua la tête. Je ne parlais plus. J'aurais pu lui raconter plein de choses sur ce que j'avais rêvé, entendu et vu, et sur ce que je savais. Mais je me dis que cela n'aurait servi à rien. De plus, il y avait plusieurs choses que je n'avais pas envie de lui dire, maintenant que j'avais parlé avec lui, parce que j'avais peur de nouveau. Au début, il avait dit qu'il était d'Arkham, et puis quand je lui ai demandé, il a dit qu'il était de Kingsport. J'aurais parié qu'il mentait. Puis il a dit des choses sur la peur que j'avais eue dans les bois, et comment pouvait-il le savoir ? Je ne lui ai jamais parlé du tout de cet incident. Si vous voulez savoir ce que je pensais réellement, je me disais qu'il n'est peut-être pas du tout cousin Osborne. Et s'il ne l'était pas, alors qui était-il ? Je me levai et retournai dans le hall. « Où vas-tu, mon garçon ?» demanda-t-il. « Dehors ? Je viens avec toi. » Pas de doute, il me surveillait. Il n'allait pas me perdre de vue une seconde. Il me rejoignit et me prit le bras, très amicalement, mais je ne pouvais pas me dégager. Non, il ne me lâchait pas. Il savait que j'avais envie de ficher le camp. Que pouvais-je faire, tout seul avec cet homme dans la maison au fond des bois ? La nuit tombait, la nuit du 31 octobre, et ceux-là, dehors, qui attendaient. Nous sommes sortis et j'ai remarqué qu'il commençait à faire noir, même dans l'après-midi. Des nuages avaient recouvert le soleil, le vent soufflait dans les arbres et ils tendaient leurs branches comme s'ils voulaient me retenir. Des feuilles bruissaient. Elles chuchotaient des choses sur moi, et il les écoutait en regardant. Peut-être qu'il comprenait ce qu'elles disaient. Peut-être qu'elles lui donnaient des ordres. Alors, j'ai presque dû rire, car il écoutait effectivement quelque chose, et maintenant, je l'entendais aussi. C'était une sorte de grondement sur la route. « Cap Pritchett, dis-je. C'est le facteur, nous pouvons descendre avec lui au village. »« Laisse-moi lui parler, répondit-il. Au sujet de ta tante et de ton oncle. Pas la peine de l'alarmer, et nous ne diserons aucun scandale, pas vrai ? Toi, file à l'intérieur. »« Mais, cousin Osborne, dis-je en protestant, nous devons raconter la vérité. »« Bien sûr, mon gars, mais c'est une affaire d'adulte. File maintenant, je t'appellerai. » Il parlait de façon très polie, et souriait même, mais il me traîna malgré tout jusque dans la maison et claqua la porte. Tant que je me tenais là, dans le hall tout sombre, je pouvais entendre Cap Pritchett ralentir et l'appeler. Cousin Osborne s'approcha du bogey et parla au facteur, et alors je n'entendis plus qu'une sorte de murmure très bas.
Par une fente de la porte, je pus les apercevoir. Cap Pritchett lui parlait amicalement, détendu, et tout semblait en ordre. Sauf que, environ 1 minute plus tard, Cap Pritchett lui fit au revoir de la main, puis prit les rênes, et le bogey redémarra. Alors je sus que je devais agir, sans penser qu'il allait se passer. J'ai ouvert la porte et j'ai foncé dehors, sac à la main. J'ai couru sur le sentier après le bogey. Cousin Osborne a essayé de me rattraper au passage, mais je me suis esquivé en criant « Attendez-moi, Cap! Je viens, emmenez-moi au village !» Cap ralentit et se retourna manifestement étonné. « Willy ? Mais je pensais que tu étais parti. Il m'a dit que tu étais parti avec Fred et Lucie. »« Ne faites pas attention, dis-je. Il ne voulait pas que je m'en aille. Emmenez-moi au village, je vais vous raconter ce qui s'est réellement passé. S'il vous plaît, Cap, vous devez m'emmener. »« Bien sûr que je t'emmène, Willy. Allez, hop, monte !» Je grimpai dans le bogey. À ce moment, cousin Osborne arriva à notre hauteur. « Viens ici !» ordonna-t-il méchamment. « Tu ne peux pas partir comme cela, je te le défends, tu es sous ma garde. »« Ne l'écoutez pas, hurlai-je. Emmenez-moi, Cap, s'il vous plaît. »« Très bien, dit cousin Osborne. Si tu persistes à n'être pas raisonnable, nous devons tous y aller. Je ne peux pas te laisser aller seul. »« Vous voyez comme moi que cet enfant n'a plus toute sa raison, dit-il à Cap. Et j'espère bien que vous ne laisserez pas troubler par ces histoires. À vivre comme un sauvage ici, enfin, vous comprenez, il n'est plus tout à fait lui-même. Je vais tout vous expliquer en cours de route. » Il adressa une sorte de haussement d'épaule entendu à Cap et se frappa le front de l'index. Puis il sourit à nouveau et fit mine de monter à côté de nous sur le siège du bogey. Mais Cap ne lui rendit pas son sourire. « Non, pas vous, dit-il. Willy est un bon petit gars, je le connais. Vous, je ne vous connais pas. J'ai l'impression que vous avez donné assez d'explications comme ça, monsieur, en disant que Willy s'en était en allé. Mais je voulais tout simplement éviter de parler, voyez-vous, on m'a demandé de venir nous soigner cet enfant, il est instable. Au diable, les stables !» Cap cracha du jus de tabac juste au pied du cousin Osborne. « Nous partons. » Cousin Osborne arrêta net de sourire. « Alors j'insiste pour que vous me preniez avec vous, dit-il. Et il essaya de grimper dans le bogey. Cap mit sa main à la poche, et lorsqu'il la ressortit, il tenait un grand pistolet. « Descendez !» hurla-t-il. « Monsieur, vous parlez au service des postes des États-Unis d'Amérique, et vous n'avez rien à dire au gouvernement, compris ? Maintenant, descendez, avant que je ne souille la route de votre cerveau. » Cousin Osborne se renfrogna, mais descendit aussitôt du bogey. Il me regarda et haussa les épaules. « Tu commets une grosse erreur, Willy. » Je ne l'ai même pas regardé. Sur un « Houda !» de Cap, le cheval démarra à toute allure. Les roues du bogey tournaient de plus en plus vite. Bientôt, la ferme fut hors de vue. Cap remit son pistolet en poche et me tapota amicalement l'épaule. « Cesse de trembler, Willy, dit-il. Tu es sauvé à présent. Il n'y a plus de quoi t'inquiéter. Nous serons en ville dans 1 heure à peu près. Maintenant, installe-toi bien et raconte au vieux Cap tout ce qui s'est passé. » Alors je lui ai tout dit. Cela mit longtemps. Nous roulions toujours dans les bois sans que nous le remarquions, la nuit tombait. Le soleil descendit furtivement et alla se cacher derrière les collines. L'obscurité sortit des bois, pour s'étendre de chaque côté de la route, et les arbres se mirent à bruire, murmurant à la grande ombre qui nous suivait. Le cheval allait bon train, et l'on entendit bientôt d'autres bruits éloignés. Cela aurait pu être le tonnerre ou même quelque chose d'autre. Mais une chose était certaine, la nuit tombait, et c'était la nuit du 31 octobre. La route traversait les collines à présent. On arrivait à peine à distinguer le prochain tournant. De plus, les ténèbres s'étendaient à une vitesse effrayante. « Je parie que nous n'échapperons pas à l'averse, » constata Cap en regardant le ciel. « C'est l'orage, je suppose. »« Des tambours, dis-je. »« Des tambours ?»« La nuit, on les entend dans les collines, » lui racontai-je. « Je les ai entendus tout ce mois-ci. Ce sont eux, ils se préparent pour le sabbat. »« Le sabbat !» s'exclama Cap en me regardant. « Où as-tu entendu parler d'un sabbat ?» Alors je lui ai raconté un peu plus de ce qui s'était passé. Je lui ai raconté tout le reste, et il n'a rien dit et n'a rien pu me répondre avant longtemps, parce que le tonnerre nous entourait de toutes parts et que la pluie fouettait le bogey, la route, partout. Il faisait tout noir dehors maintenant, et nous ne pouvions voir que les éclairs déchirer le ciel. Je devais crier pour qu'il m'entende, crier sur les choses qui avaient pris oncle Fred et tante Lucie, des choses qui avaient enlevé notre bétail et puis envoyé cousin Osborne pour me prendre. Je criais aussi sur ce que j'avais entendu dans les bois. À la lumière des éclairs, je pouvais voir le visage de Cap. Il ne souriait pas,
Mais il n'était pas fâché non plus. Il avait simplement l'air de me croire. À un moment, j'ai remarqué qu'il avait repris son pistolet et tenait les rênes d'une main alors que nous roulions à toute allure. Le cheval était si affolé qu'il n'avait pas besoin de fouet pour galoper. Le vieux Bogueil était ballotté dans tous les sens et la pluie sifflait en tombant dans le vent. Et c'était comme dans un horrible rêve, sauf que c'était réel. C'était réel quand dans les bois j'ai crié à Cap Pritchett. « Shoggoth ! Qu'est-ce que c'est un Shoggoth » Cap me saisit le bras. Il y eut un éclair et je vis son visage convulsé, la bouche grande ouverte. Il ne me regardait pas, il regardait la route et ce qui se dressait devant nous. Les arbres avaient l'air de se rejoindre et obstruer le prochain tournant. Dans le noir, on aurait dit qu'ils étaient vivants, bougeant, se courbant et se tordant pour nous bloquer le passage. L'éclair illumina tout et je pus les voir très nettement. Et aussi quelque chose d'autre. Quelque chose de sombre sur le chemin, quelque chose qui n'était pas un arbre, quelque chose de grand et de noir tapis là à attendre, avec des bras noueux qui se tordaient et se tendaient. « Shoggoth !» cria Cap. Mais je pouvais à peine l'entendre car l'orage grondait et le cheval a henni, et j'ai senti le boguet déraper d'un côté à l'autre de la route et le cheval s'est cabré. Nous étions presque dans le machin noir. Je sentis une odeur affreuse et Cap pointa son pistolet. Et le coup partit avec un bang qui était presque aussi bruyant que le tonnerre, et presque aussi fort que le bruit que nous avons fait en heurtant la chose noire. Alors tout alla très vite. Le tonnerre, la chute du cheval, le coup de fusil et le choc. Lorsque le boguet s'est renversé, Cap devait avoir les rênes serrées autour du poignet parce que, quand le cheval est tombé et que le boguet s'est retourné, il a foncé la tête la première dans le pare-boue, puis dans le cheval qui bougeait encore, et enfin dans la chose noire qui l'attrapa. Je me suis senti tomber moi-même dans le noir pour atterrir dans la boue et le gravier de la route. Il y avait le tonnerre, des hurlements et un autre son que j'avais déjà entendu une fois dans les bois. Un son bourdonnant comme une voix. Voilà pourquoi je ne me suis jamais retourné. Voilà pourquoi je ne me suis même pas demandé si je m'étais fait mal en tombant. Je me suis relevé et je me suis mis à descendre la route en courant aussi vite que je pouvais. Descendre la route en courant dans la tempête et le noir, sous la menace des arbres noueux qui se tordaient et secouaient la tête en me montrant de leurs branches, et ils riaient. Dans le tonnerre, j'ai entendu hennir le cheval et hurler Cap aussi, mais je ne me suis pas retourné. Les éclairs clignotaient et je courais entre les arbres maintenant, car la route n'était plus qu'un fleuve de boue qui me ralentissait et me tirait par les jambes. Après un moment, je me suis mis à hurler aussi, mais je ne pouvais même pas m'entendre dans l'orage, et en plus de l'orage, j'entendis les tambours. Tout d'un coup, je surgis hors des bois et débouchai sur les collines. J'escaladais en courant et les battements se rapprochaient, et je pus bientôt voir sans les éclairs, parce qu'il y avait des feux, qui j'ai vu clairement les feux. Des feux rouges et verts qui brûlaient sur la colline, et que le grondement des tambours venait de là. J'étais perdu dans le vacarme, les hurlements de vent, le ricanement des arbres et les battements des tam-tams. Mais je me suis arrêté à temps. Je me suis arrêté lorsque j'ai vu clairement des feux rouges et verts qui brûlaient dans toute cette pluie. J'aperçus une grande pierre blanche au centre d'un espace dégagé au sommet de la colline. Les feux rouges et verts étaient autour et derrière, et ainsi tout se dessinait clairement contre les flammes. Il y avait des hommes autour de l'autel, des hommes au visage raviné avec de longues barbes grises, des hommes qui jetaient du soufre sur le feu pour que leur lumière soit rouge et verte. Et ils avaient des couteaux à la main, et malgré la tempête, je pouvais les entendre hurler. À l'arrière, accroupis sur le sol, d'autres hommes battaient des tambours. Peu après, quelque chose d'autre arriva sur la colline. 2 hommes avec du bétail. Je pouvais dire que c'était notre bétail qu'ils conduisaient. Ils le menaient tout droit vers l'autel, et alors les hommes au couteau ont tranché leur gorge en sacrifice. J'ai pu voir tout cela à la lueur des éclairs et du feu, et je me suis aplati pour que personne ne puisse me repérer. Mais bientôt je n'ai plus rien distingué de nouveau à cause d'une matière qu'ils jetaient sur le feu. Cela provoquait une fumée noire et épaisse. Tandis que cette fumée s'élevait, les hommes se mirent à psalmodier et à prier plus fort. Je ne pouvais reconnaître les mots, mais les sons ressemblaient à ce que j'avais entendu dans les bois. Je ne parvenais pas à bien voir, mais je savais ce qui allait se passer. Les 2 hommes qui avaient conduit les animaux redescendirent de l'autre côté de la colline. Quand ils revinrent, ils avaient de nouvelles offrandes. La fumée m'empêchait de bien distinguer, mais ces victimes avaient 2 jambes, pas 4. J'aurais pu mieux voir, si je ne m'étais pas caché le visage quand ils les traînèrent vers l'autel et brandirent leurs couteaux.
Et le feu et la fumée se ravivèrent soudain, et les tambours grondaient, et eux tous psalmodiaient et appelaient à haute voix quelque chose qui attendait de l'autre côté de la colline. Le sol se mit à trembler. Il y avait de l'orage, du tonnerre et des éclairs, du feu et de la fumée. Et ils chantaient, et je devins à moitié mort de peur. Mais je jure une chose, le sol se mit à trembler. Il trembla et frémit, et ils invoquèrent quelque chose, et immédiatement ce quelque chose vint. Il gravit le versant de la colline en rampant et se dirigea vers l'autel, et je reconnus la chose noire de mes rêves. Cette chose gélatineuse, noueuse et vaseuse en forme d'arbre venu des bois. Elle montait en rampant, s'appuyant sur ses sabots, sur les bouches et ses bras tordus. Les hommes s'inclinèrent et se tinrent en retrait, tandis que leur dieu s'approchait de l'autel au sommet duquel quelque chose se débattait en criant. La chose noire se pencha sur la pierre du sacrifice, et des sons bourdonnants recouvrirent alors les cris de la victime. J'observai malgré moi et je vis la chose se gonfler et grandir. Mais ce fut trop. Plus rien ne m'importait. Je me suis levé et je me suis mis à courir en criant de toutes mes forces sans me soucier de qui pouvait m'entendre. J'ai continué à courir et à crier dans les bois, dans la tempête, le plus loin possible de cette colline et de cet hôtel, et alors tout d'un coup j'ai su où j'étais. J'étais de retour à la ferme. Oui, voilà ce que j'avais fait. J'avais couru en rond et j'étais revenu, mais je ne pouvais pas aller plus loin. Je n'aurais pas pu supporter la nuit et l'orage. Je me suis précipité à l'intérieur, ici. Puis après avoir verrouillé la porte, je me suis laissé tomber par terre, épuisé d'avoir crié et couru. Mais après un bref moment, je me suis levé et j'ai déniché des clous et un marteau et quelques planches qu'oncle Fred n'avait pas encore fendues en petits bois. J'ai d'abord cloué la porte, puis j'ai bouché les fenêtres avec ces planches, chacune d'elles jusqu'à la plus petite. Je dois bien avoir travaillé 4 heures, tant j'étais fatigué. Quand tout fut fait, la tempête s'est calmée, et tout est redevenu calme. Assez calme pour me permettre de me coucher sur le divan et dormir. Je me suis réveillé il y a 2 ou 3 heures, il faisait clair. Je pouvais voir la lumière filtrée par les fentes des planches. À la position du soleil, je savais que c'était l'après-midi. J'avais dormi toute la matinée et rien n'était venu. Je me suis dit que je pourrais peut-être me glisser dehors et rejoindre le village à pied, comme je l'avais prévu hier, mais je me faisais des idées. Avant de commencer à enlever les clous, je l'ai entendu. Qui ? Cousin Osborne, évidemment. Enfin, l'homme qui prétendait être cousin Osborne. Il arriva dans la cour en criant « Willy !» Mais je n'ai pas répondu. Alors il a essayé la porte, puis les fenêtres. Je l'entendais frapper en jurant « Mauvaise !» Il se mit alors à chuchoter, et c'était pire, parce que cela signifiait qu'il n'était pas seul dehors. J'ai jeté un regard furtif vers la fente, mais il était déjà parti à l'arrière de la maison. Je n'ai pas pu le voir, ni qui était avec lui. En fait, ce n'était pas plus mal, parce que si j'ai raison, je n'ai aucune envie de le voir. L'entendre est déjà bien suffisant. Entendre ce profond coassement, et puis cousin parler, et puis à nouveau cette espèce de coassement. Sentir cette horrible odeur comme la vase verdâtre des bois et autour du puits. Les puits. Ils sont retournés au fond du jardin vers le puits. Et j'ai entendu cousin Osborne dire quelque chose comme « Attendons qu'il fasse noir. Nous pouvons employer le puits si vous trouvez la grille. Cherchez la grille. » Je sais ce que cela veut dire maintenant. Le puits doit être une sorte de passage vers le monde souterrain. C'est là que ces espèces de druides vivent. Et la chose noire. Ils sont dans la cour à présent, ils cherchent. J'ai écrit pendant longtemps et l'après-midi est déjà presque fini. Je guette par les fentes et je peux voir que l'obscurité tombe déjà. C'est alors qu'ils viendront me chercher, quand il fera noir. Ils vont enfoncer les portes ou les fenêtres pour me prendre. Ils vont m'entraîner dans le puits, dans ces endroits sombres où vivent les Shoggoths. Il doit exister tout un monde en dessous des collines. Un monde où ils se cachent et attendent de sortir pour de nouveaux sacrifices. Pour faire couler une nouvelle fois le sang. Ils n'aiment pas la proximité des humains, sauf pour les sacrifices. J'ai vu ce que la chose noire a fait sur l'autel. Je sais ce qui va m'arriver. Peut-être qu'ils vont s'inquiéter de l'absence du vrai cousin Osborne et envoyer quelqu'un pour savoir ce qu'il est devenu. Peut-être que les gens du village vont s'étonner de ne plus voir Cap Pritchett et partir à sa recherche. Peut-être qu'ils vont venir ici et me trouver. Mais s'ils ne viennent pas tout de suite, il sera trop tard. C'est pour cela que j'écris ceci. Chaque mot est vrai, je le jure. Et si quelqu'un trouve ce carnet,
qu'il aille voir au fond du puits. Le vieux puits, dehors, à l'arrière de la maison. Souvenez-vous de ce que j'ai raconté sur cela. Condamner le puits et nettoyer les marécages. Pas la peine de me chercher. Je ne suis plus ici. J'aimerais n'avoir pas si peur. Je n'ai pas tellement peur pour moi-même, mais pour les autres gens. Pour ceux qui pourraient venir ici après et s'établir dans les parages, et à qui la même chose risque d'arriver, ou pire. Il faut absolument me croire. Sinon, allez dans les bois, allez sur la colline où ils ont offert ces sacrifices. Peut-être que les taches sont parties et que la pluie a effacé les traces de pas. Peut-être qu'ils ont supprimé toutes les traces de feu. Mais le rocher de l'autel doit être là, et s'il y est, vous connaîtrez la vérité. Il devrait y avoir des marques, de grandes marques rondes sur cette pierre, des marques rondes d'environ 50 cm de large. Je n'ai pas encore parlé de ça. À la fin, je me suis retourné. J'ai regardé cette grande chose noire qu'est un shoggoth. J'ai regardé quand il continuait à se gonfler et à grandir. Je pourrais dire comment il change de forme et quelle grandeur il atteint, mais même alors, vous ne pourriez pas imaginer ni sa forme ni sa taille, et c'est pourquoi je ne la raconte pas. Je vous dis simplement d'ouvrir l'œil, et vous verrez ce qui se cache sous la terre, à l'intérieur de ces collines, et qui attend de ramper dehors pour la grande fête où l'on sacrifie de nouvelles victimes. Attention, ils arrivent maintenant. C'est le crépuscule, et j'entends des bruits de pas, et d'autres sons, des voix et d'autres sons. Ils cognent à la porte, c'est sûr, ils doivent avoir un tronc d'arbre ou une planche pour l'enfoncer. Toute la maison tremble. J'entends crier cousin Osborne, et ce bourdonnement. L'odeur est terrible. Cela me rend malade, et dans quelques secondes... Regardez l'autel. Vous comprendrez alors ce que j'essaie de vous expliquer. Regardez les grandes marques rondes, 50 cm de large, de chaque côté. C'est là que la grande chose prenait appui. Cherchez ces marques et vous saurez ce que j'ai vu, ce que je redoute, ce qui attend l'heure de vous saisir, à moins que vous ne l'enfermiez à jamais sous terre. Des marques noires de 50 cm de large. En fait, ce sont des empreintes digitales. La porte cède,